Chapitre 6. C'est alors que nous arrivâmes à Hispaniola, et croyez-moi, ce fut comme si nous n'étions jamais allés. Nous déambulions à travers rues, bouche bée, stupéfaits. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il puisse y avoir autant de mots et de choses à lire. Tant d'informations qui auparavant pour nous passaient totalement inaperçues. Le nom des rues nous semblait bizarre. Aucun de nous savait que la rue de la prison se nommait Calvaire, ni que celle du marché aux bestiaux s'appelait rue du Portugais. Fallait voir Boas Novas était fier. Si vous voulez mon avis, ce n'était pas à cause de lui qu'elle avait été baptisée ainsi. Mais aucune importance. Personne n'aurait eu le cœur de lui ôter cette illusion. On se promenait comme des enfants dans un magasin de bonbons, en se donnant des coups de coude, en jouant à qui serait le premier à lire les enseignes des échoppes et les noms sur les bouteilles. Et nous restâmes stupéfaits quand John la baleine fit remarquer à un aubergiste qu'il avait interdit comme ça, santé. Il était mort de rire en montrant du doigt les clitos. Sans le thé, il a mis santé. Avant cela, nous ne saurions pas faire rire. Et pourtant, cette grande nouille était là à se tenir les côtes sous le regard incrédule de l'aubergiste qui ne comprenait rien à cette histoire de thé. John s'empara de la craie et corrigea le panneau devant un dedans fier comme un paon. Lire a ceci de bien qu'une fois qu'on le commence, tout coule de source. Il arrive un moment où les mots semblent se regrouper tout seuls et nous devient simple et clair. Un mot nouveau dont on ne connaît pas la signification peut toujours surgir. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est d'être quand même capable de lire. Vous croyez écrire tout bib? Et bien sûr, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais vous pouvez demander, dis donc, c'est quoi un tout bib? Et comme ça, vous apprenez que c'est une autre façon de dire docteur au début. On dirait de la magie. Dans la taverne de la Main d'Or, pour la première fois, nous demandâmes la carte afin de décider ce que nous allons manger. C'est comme ça que nous découvrîmes que le poulet pouvait être cuisiné de 8 manières différentes et que pour le cochon, en revanche, il n'y avait que 5, que tout était accompagné de patates et que le poisson était beaucoup moins cher que la viande. Il y avait tellement d'informations à intégrer qu'il nous fallut plus d'une heure pour commander. Trop de choix. Nous n'avions pas conscience d'attirer l'attention. Pensez donc un groupe de pirates se passant les menus et lisant à voix haute les avertissements placardés. Ne crachez pas sur les tables, laissez vos armes au tavernier pendant le repas, ou la maison ne fait pas crédit. Barracuda, assis avec Nonio, à l'autre bout de la salle, nous regardait avec son fameux air indifférent. L'Espagnol, il nous expliqua plus tard, ne put ni voulut lui mentir. C'est pourquoi, quand le capitaine l'interrogea, il y avait voix pour les cours de lecture et les livres de Phineas Crane. Si Barracuda fut surpris, il n'en laissa rien paraître. Il ordonna seulement à Nonio de commander une autre pinte de bière et se replongea dans ses idées noires dont personne ni rien n'arrivait à le sortir. Pas mis un coup de canon. Après avoir mangé royalement, nous commandâmes des pichets de rhum comme pour un jour de noces. Tout le monde remplissait sans arrêt le verre de dedans pour voir si ça pouvait lui faire oublier nos jérémiades et qu'il nous pardonne. Parce qu'il faut savoir que les pirates ne demandent jamais pardon. Même lorsqu'ils tombent sans le vouloir à genoux, les mains jointes, au mieux ils donnent une calotte ou un coup de coude, même si le plus souvent ils offrent à boire. Et comme ça, sans plus de cérémonie, la chose est réglée. Bien entendu, je précise pour que cela soit clair entre nous, je ne buvais que de l'eau. J'avais 11 ans. Et mes compagnons d'équipage m'auraient tendu la tignasse s'ils m'avaient pris à approcher une bouteille d'alcool, quelle qu'elle soit. Les enfants ne doivent pas toucher à la boisson sous peine de rester des demi-portions, me serinait-il à longueur de journée.
même si cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit de goûter ces breuvages malodorants. Sur la personne ne but beaucoup. Si incroyable que cela puisse paraître, ils avaient déjà assez à lire sur les bouteilles et à batailler pour savoir si la bière du continent était meilleure que celle des îles ou si les flacons sur lesquels était inscrit spiritueux contenaient un esprit. De retour sur la Croix du Sud se posa l'épineux problème de comment faire pour que 52 pirates puissent lire un seul livre. D'abord, nous avions pensé à le lire à voix haute chacun son tour. Mais cela ne fonctionna pas. Fusèrent des « Qu'est-ce que tu lis lentement ?» Des « Je ne comprends rien avec ton maudit accent belge. On n'entend rien si tu ne pas barbe. » Et des « Ça me gêne. » Etc. Bref. Plus de bagarres, plus de calottes et plus de bazar. Alors nous décidâmes de repartir le temps de lecture et de le lire à tour de rôle. Nous étions nombreux du coup quand on arrivait à nouveau à notre tour. Nous ne nous souvenions plus de ce que nous y avions vu la fois précédente. Malheureusement, c'était la seule manière que la paix règne à bord. Avec cette méthode, tandis que nous surveillions les plages horaires à l'aide d'un petit sablier, les jours s'écoulèrent dans le calme. Barracuda nous observait de temps en temps, avec cet air du type qui semble prendre des notes pour plus tard. Moi, je n'étais pas très à l'aise. Le capitaine était un homme imprévisible et ses surprises pouvaient être bonnes à tout l'inverse. Chapitre 7. Je ne me souviens plus si c'était au bout de 2 ou de 3 jours de traversée, mais ce fut cette fois-là que nous retrouvâmes pris dans une terrible tempête printanière, et que, afin d'essayer de nous évacuer, nous décidâmes de rejoindre une petite île pas loin de la Martinique. Les vagues atteignaient une hauteur de 5 mètres et le vent menaçait d'arracher la voilure, mais malgré le danger que représentait cette manœuvre, nous n'avions pas d'autre option envisageable. Barracuda hurlait des ordres à chacun d'entre nous, se hâtait pour assurer les cordes, les corder et donner un coup de main là où il y avait besoin. C'était vraiment un capitaine extraordinaire. Comme nous approchions de l'île, le découragement se propagea au sein de l'équipage lorsque nous vîmes que la côte était entièrement rocailleuse et que les vagues allaient vraisemblablement projeter le bateau sur les rochers, détruisant la quille dès que nous tentions de toucher terre. Alors que nous étions trempés jusqu'aux os par la pluie et les vagues et secoués par le vent innocent, Malik monta sur le pont et montra du doigt un point devant lui en criant à plein poumon. « Je connais cet endroit! C'est le rocher du condamné! Mais qu'est-ce que tu racontes, Malik ?» lui lança Eric. « Tu es devenu fou! C'est un maudit caillou au milieu de l'océan. Je ne crois pas que quiconque ait pris la peine de le baptiser. »« Phineas, si !» s'exclama le grand noir. « C'est dans le livre. » Personne de Thomas n'a lu le chapitre 7, continua en pointant les du doigt. Regardez là, ce sont les jumeaux. Nous regardâmes tous l'endroit qu'il avait indiqué, et tout en haut, nous vîmes se découper contre le ciel gris 2 énormes rochers pointus qui dépassaient la cime des arbres. Le livre parle de cet endroit, expliqua Malik. Il faut faire le tour de l'île pour rejoindre la côte nord. Et pourquoi ferions-nous une chose pareille demanda Barracuda. Cet endroit est un maudit piège de bateau. Il vaudrait mieux que nous nous éloignions et que nous essayions de rallier le port le plus proche. Capitaine, la tempête redouble, intervint Nino. Je ne crois pas que nous puissions atteindre la Barbade. Capitaine, la tempête redouble, intervint Nino. Je ne crois pas que nous puissions atteindre la Barbade. Ce ne sera pas nécessaire, l'espagnol.
Capitaine, faites-moi confiance. Je sais, Connor, il y a une baie au tirant d'eau suffisante pour notre bateau. Le livre de Crane l'a décrit en détail. Barracuda fixa Malik comme s'il essayait de lui compter les poils des sourcils. Deux énormes éclairs fendirent le ciel d'est en ouest et vice-versa. Alors la voix du capitaine s'éleva par-dessus la tempête. « Nuño, à bâbord toute! Cap au nord !» hurla-t-il en attirant Malik par le col de sa chemise jusqu'à se trouver nez à nez avec lui. « Et toi, prie pour ce que ce fichu livre ait raison. Si tu me fais perdre ce bateau, tu n'auras plus un seul trou où te cacher, espèce de rat de cale. » « N'ayez crainte, capitaine !» lui assura Malik le Noir en courant jusqu'à Nuño pour lui indiquer le cap. Nous virâmes de bord, tandis que la Croix du Sud craquait comme un vieux lit de camp, et comme nous filions en direction du nord, le vent redoubla de violence. « Là !» s'écria Malik. « C'est là, entre ces deux anses, morbleu, c'est exactement comme dans le livre. » Personne ne voyait aucun passage sur cette côte, mais ce n'était plus le moment de douter. Alors, nous nous efforçâmes de mener notre navire dans la direction qu'il indiquait, et au grand soulagement, la surprise de tous, elle était là. Le bateau se fraya un chemin au travers d'un étroit canal, au fond duquel se trouvait une large et profonde crique. On aurait dit que nous étions rentrés à